Amis téléspectateurs, bonjour. Je m'excuse auprès de vous pour ce petit retard dû à un bus qui me bloquait, qui ne pouvait pas me laisser passer. Mais je suis là, c'est ça l'essentiel. Vous savez que Kant a dit une chose très importante, la liberté est un droit inaliénable de l'humain. La liberté est un droit inaliénable de l'humain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas supprimer ça dans un mot qui va vivre, une femme qui va vivre, un petit monde qui va vivre, on ne peut pas supprimer la liberté. Pourquoi j'en parle? C'est parce que l'ONU a pris une décision hier, justement, dans le cadre du combat qui se passe en Ukraine. Il y a 193 membres de l'ONU, il faut le savoir, et 143 ont voté une résolution pour demander l'arrêt des hostilités. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il y a 2 pays d'Afrique qui ont voté en faveur de la Russie. Il s'agit de l'Érythrée et du Mali. C'est à peu près inconcevable, je dirais, parce que le Mali a toujours été soutenu par la France, a demandé à la France de quitter le pays, ce que la France a déjà fait. Mais l'Érythrée, ben écoutez, qui connaît l'Érythrée réellement? Ben, peu de monde. Alors, il a été décidé de prendre une minute de silence, parce qu'il faut savoir qu'au niveau de ce conflit en Ukraine, il y a eu autant de morts que la population de la Guadeloupe. En un an. En un an, il y a eu autant de morts en Ukraine que la population de la Guadeloupe. C'est-à-dire que si c'était en Guadeloupe, ça se faisait, tout le monde en Guadeloupe était déjà mort. Alors l'Union européenne a quand même un avis très protecteur pour l'Ukraine. Vous le savez que je suis un ancien collaborateur de Jacques Delors à Bruxelles et à ce titre-là, je reçois toujours des informations concernant ce qui se passe en Europe. C'est ainsi que j'ai reçu ce message, je vais vous le lire. Un an après le déclenchement par la Russie de la guerre contre l'Ukraine le 24 février 2022, le soutien de l'Union est massif. Sanctions contre la Russie, perspectives européennes pour l'Ukraine, appui politique et militaire, accueil des réfugiés. Il comprend aussi la sécurité alimentaire, énergétique et l'autonomie stratégique du continent. Depuis l'offensive russe en Ukraine le 24 février 2022, l'Union européenne a montré sa volonté politique de désigner l'adversaire sans équivoque. Le gouvernement de la Russie est désigné explicitement comme l'initiateur du conflit. Une guerre d'agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l'Ukraine. Une invasion, selon la terminologie consacrée par les institutions européennes. Pour en savoir plus, la guerre en Ukraine, un an d'aide humanitaire et la guerre, l'action diplomatique de la France en Ukraine, pour l'Ukraine. Alors, comme vous le savez, les choses sont très dures pour les Ukrainiens. La Russie, c'est 145 000 habitants et 155 millions d'habitants, tandis que l'Ukraine, c'est 43 000 habitants. C'est-à-dire que les forces russes sont écrasantes dans ce conflit. Et l'Ukraine qui résiste depuis le 24 février exhorte la communauté internationale de lui fournir les armes et les munitions qui lui permettront de résister à la furia russe. Je l'ai déjà dit ici que j'étais un ancien communiste. Vous savez, même quand vous êtes un ancien communiste, vous gardez quand même certaines démarches et attitudes des communistes. Mais quand moi j'étais communiste, les personnes qui nous inspiraient,
c'était Lénine et Marx. Marx, qui était un grand économiste, et Lénine était surtout un grand diplomate. Combattant aussi, mais surtout un grand diplomate, et c'est lui qui, à l'occasion de la révolution de 1417, qu'est-ce que je raconte de 17, la révolution de 17, qui a permis justement à sortir le peuple de la Russie du joug des empereurs, de l'impérialisme en quelque sorte. Et comme nous constatons par le cheminement du temps, ce qui se passe actuellement en Russie avec la volonté de M. Poutine, c'est de remettre en place les personnes qui avaient cette démarche d'empire. Ce que nous contestons, puisque, comme je vous l'ai dit, que Kant l'a dit, la liberté est un droit inaliénable de l'humain. Je ne vais pas être plus long sur ce qui se passe actuellement en Ukraine. Je dois saluer aussi la grande réussite du carnaval que nous venons de terminer. Et mon ami Rudy Benjamin était ici sur l'antenne et il a fait des déclarations très intéressantes. Et je lui dis qu'il y a un tambour dont il n'a pas parlé, et c'est un tambour très très spirituel au niveau d'Haïti et du Brésil. C'est un tambour qui est constitué d'un bois fouillé qui s'appelle le centaure. J'ai participé à une cérémonie vaudou à Saint-Marc en tant qu'acteur, j'étais dedans. Eh bien, quand vous entendez le centaure sonner, c'est dans votre cœur direct, dans tous vos organes que ça résonne, le centaure. Retenez ce nom-là. Alors, il est évident qu'il a dit des choses, beaucoup de choses, mais il a peut-être des choses qu'il oublie ou qu'il n'a pas connues. Il faut savoir que le carnaval a changé quand le docteur Chartol, qui était président du syndicat d'initiative de la Guadeloupe, qui à cette époque-là organisait le tourisme avec Madame Adeline à côté, et quelques autres, notamment les frères Bottino. Et ainsi, nous avons décidé un jour du syndicat d'initiative, après la fin du carnaval, qui a été très très mal fait, nous avons fait une soirée dansante à l'hôtel Novotel, qui était la soirée du carnaval, la soirée du syndicat d'initiative. Il y a eu à peine 200 personnes à cette soirée. Et à partir de ça, les jeunes qui étaient rentrés à côté du Godofredo Chartol, en l'occurrence Claude Grèce et moi-même, notre ami Lou Padière, qui était adjoint au maire à Trois-Rivières, rappelez-vous, et bien entendu, notre vieux camarade Gérard Gauthier, nous avons décidé qu'il faut changer ça. Et c'est ainsi que est arrivé le groupe Plastic Boy, qui était animé à l'époque par Michel Adélaïde et Jean-Claude Montantin. Jean-Claude Montantin, c'est celui qui était directeur de la clinique après la ville, là. Et Jean-Claude Montantin était certes directeur d'une clinique, mais il est toujours un musicien. Le Jean-Claude Montantin que vous voyez là, qui est responsable de l'Ordre national du mérite, c'est un saxophoniste ténor. Et quand, avec Adélaïde, ils ont pris ça, ils m'ont appelé évidemment. J'étais un bordérien, je ne le cache pas. Hein. J'étais un bordérien et Jean-Claude Montantin l'était, et Michel Adélaïde aussi était bordérien. Il faut savoir que quand nous avons lancé l'idée d'un carnaval de rue, c'était Plastic Boy.
Et le premier groupe de caisse claire qui a été créé après Plastic Boy, c'était Rézé City, le premier groupe de caisse claire. C'est Rézé City, avec bien entendu des amis de notre ami Francky Vincent et les autres, des jeunes du Rézé, quoi. Et c'est ainsi que ça a démarré. Par la suite est arrivé à Aikio, à la rue La Reine, Fond-Logier. Et c'est là que les choses ont vraiment pris une autre dimension avec les groupes à peau. Le carnaval a été est descendu dans la rue. Mais il y a des gens qui ont contribué à contenir la flamme du carnaval en Guadeloupe. Je peux citer M. Mokafa, je peux citer Tigusto, M. Guisto, qui était un commerçant, un commercial, et ses parents avaient la boulangerie à la rue Febo, en Cagusto. Il y avait Paul-Émile Alliard, surtout l'orchestre jeunesse, parce que Paul-Émile Alliard est de la République de Santo Domingo, et son orchestre jeunesse reprenait des merengues de Louis Calaf et tous les autres. Et il y a des chansons qui sont reprises actuellement dans le carnaval. Oh là là, c'est un merengue qui était sur un album de monsieur Sayas, Napoléon Sayas. Il y a d'autres, Dema Comé, Les Vents en pyjama, ben c'était ça aussi, c'était un merengue. En tout état de cause, je voulais saluer tous ces anciens qui ont travaillé dans ce domaine du carnaval, en particulier le père Datil, qui était sonorisateur émérite, et mon ami, évidemment, Woody Benjamin, qui prend le relais avec Nabajot et les autres. Vous savez, moi, j'ai 81 ans, hein, je suis à la sortie. Hein. Alors, je dis toujours, s'ils ont besoin de moi, je suis toujours à leur côté. Parce que le bordérien, quand j'étais, est toujours à garder l'âme bordérien. Et les soirées du carnaval se terminaient très souvent chez Nestor, en cas Nestor. En cas Nestor, vous voyez le palais de la Mutualité, jusqu'au bout de la rue du palais de la Mutualité, il y avait une case en bois. Et c'est là que, pendant le carnaval, les soirées se terminaient là, le dimanche soir. Et pour être un membre actif en cas Nestor, on devait avoir une qualité. Il fallait savoir faire des noix. Parce qu'il y avait des dames qui venaient là, des mères de famille, bien souvent venaient avec leur époux, mais il y avait également des filles de joie, petites vertus, qui venaient là aussi. Et pour qu'elles vous accordent leur faveur pour danser avec elles, il fallait savoir faire des noix. Faire des noix, c'est les reins, hein, les reins. Et il y avait un spécialiste là qui s'appelait Henri Rein, qui était le chef noisetier, comme on dit. Et il y a tous les amis qui venaient là. Les tissés, c'est-à-dire tous les dockers de Pointe-à-Pitre avaient leur bic là, et moi-même, comme je vous ai dit, mon premier métier c'était docker. Automatiquement, j'étais accueilli et il fallait toujours avoir en poche au moins de quoi acheter une bouteille de mousseux pour te battre Madame Laboué. Et votre sinon l'argent en poche aussi pour te manger on dirait pois rouge et chatou fait par Madame Nestor. On ne payait pas d'entrée, mais c'est la consommation qui faisait la recette. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mesdames, messieurs. Donc, nous entrons en carême. Moi, je le fais parce que je suis quand même très porté sur les problèmes de la spiritualité. Je rentre en carême pendant 40 jours. Bien sûr, il y a la mi-carême, mais je rentre en carême. Et j'espère qu'après ces 40 jours, pour les fêtes de Pâques, je serai beaucoup plus actif que pour maintenant. Bon week-end à vous tous, chers amis. À samedi prochain, dans le cadre du Forum libéral.